Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une ville que la mer a faite, défaite et refaite. Brest. Brest, c'est une ville du bout du monde, littéralement. Posée à l'extrême pointe du Finistère, là où la Bretagne plonge dans l'Atlantique, elle regarde l'horizon comme si quelque chose allait en surgir. Et souvent, quelque chose en est effectivement venu. Des flottes, des guerres, des marins, des musiciens. On va remonter le temps, ensemble, du château médiéval des ducs de Bretagne jusqu'aux scènes musicales bouillonnantes d'aujourd'hui, en parlant marine royale, destruction, reconstruction et identité bretonne. Parce que Brest, c'est aussi une capitale culturelle de la Bretagne, et le berceau d'un renouveau musical qui a secoué la France entière dans les années 70. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons découvrir comment cette ville rasée en 1944 s'est réinventée et pourquoi la musique est une manière de résister, de se souvenir et de danser malgré tout. Alors, installez-vous confortablement, nous allons commencer. Tout commence par un paradoxe géographique. Brest est une ville construite sur l'une des plus belles rades naturelles du monde. La rade de Brest, cet immense plan d'eau protégé de 180 km², relié à l'océan par un goulet étroit, offre un abri exceptionnel pour les navires. C'est cette rade qui a tout déterminé. Les premiers habitants s'y installent dès l'âge de fer. Les Romains y construisent un camp militaire, mais c'est au Moyen Âge que Brest prend forme. Au IXe siècle, un castrum breton se dresse à l'embouchure de la Penfelbe, cette rivière qui coupe la ville en deux. Le château de Brest, construit au XIIIe siècle par les ducs de Bretagne, en est le cœur. Eh bien, ce château, il est toujours là. C'est l'un des plus vieux bâtiments de Brest, miraculeusement épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il abrite aujourd'hui le Musée national de la marine. Ces tours médiévales regardent la rade avec la même autorité qu'il y a 8 siècles. La Bretagne est alors un duché indépendant, et Brest en est l'un des ports stratégiques. Mais la guerre de sécession de Bretagne au XIVe siècle met la ville au cœur des rivalités entre prétendants. En 1373, le duc Jean IV cède même Brest aux Anglais en échange d'une alliance militaire. Les Anglais occupent la ville pendant 24 ans, avant que le duc ne rachète la place en 1397 à prix d'or. Puis vint 1491. Anne de Bretagne, duchesse souveraine, épouse le roi de France Charles VIII. Le traité est signé à Rennes, mais c'est à Brest que l'histoire bascule symboliquement. La Bretagne entre dans les girons français. C'est la fin de l'indépendance bretonne et le début d'un nouveau destin pour Brest. Le vrai tournant pour Brest arrive en 1631. Le cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII, cherche un port militaire sur la façade atlantique pour construire une marine royale digne de ce nom. Son choix se porte sur Brest. La rade est idéale, le goulet est défendable, la position stratégique parfaite. L'arsenal royal de Brest est fondé. Dès lors, tout tourne autour de la marine. Des chantiers navals s'installent le long de la Penfelbe, des milliers d'ouvriers, calfats, charpentiers, cordiers, forgerons s'établissent en ville. Brest devient la plus grande ville de Bretagne et l'un des premiers arsenaux d'Europe. Sous Louis XIV, Vauban, le grand ingénieur militaire du roi Soleil, fortifie Brest. Il y construit des remparts, améliore le château, dessine les défenses de la rade, et en 1694, une flotte anglo-hollandaise tente d'attaquer Brest, mais est repoussée. La ville prouve alors sa puissance défensive. L'Arsenal fait de Brest une ville particulière, ouvrière, populaire, marquée par la discipline militaire et la solidarité des gens de mer. Les arsenaliers forment une classe sociale à part, des travailleurs qualifiés transmettant leur savoir-faire de père en fils, fiers de leur métier et de leur ville. C'est aussi depuis Brest que partent en 1776 et 1783 les expéditions françaises en soutien à l'indépendance américaine. Lafayette, Rochambeau, la Pérouse, tous sont passés par la rade de Brest. Et c'est à Brest qu'arrive en 1918 le premier contingent américain qui va aider la France dans la Grande Guerre. Un retour d'ascenseur 2 siècles plus tard. Le chapitre le plus douloureux de l'histoire de Brest est aussi celui qui explique son visage actuel. En 1940, après l'armistice, les Allemands font de Brest une base sous-marine majeure. Ils y construisent l'un des plus grands bunkers sous-marins d'Europe.
Une masse de béton de plusieurs centaines de milliers de tonnes, encore visible aujourd'hui depuis le port. Les Alliés bombardent massivement Brest pour neutraliser cette base. Pendant 3 ans, des vagues de bombardiers britanniques et américains s'acharnent sur la ville. Puis en août 1944, les troupes américaines assiègent Brest. Le général allemand Ramck résiste pendant 45 jours, jusqu'au 18 septembre 1944. Quand les Américains entrent enfin dans Brest, ils découvrent une ville anéantie. 85% des bâtiments sont détruits, le centre historique n'existe plus, rues, places, maisons, églises, tout a disparu sous les bombes et les combats. Brest est la ville française la plus détruite de la Seconde Guerre mondiale. La reconstruction commence dès 1945, sous la direction de l'architecte Jean-Baptiste Maton. Il dessine un plan en damier rationnel, avec de larges avenues, des immeubles en pierre de Carsanton et en béton, un style qui oscille entre modernisme austère et classicisme d'après-guerre. La rue de Siam, artère principale de la ville reconstruite, devient le symbole de ce Brest nouveau. Ce Brest, reconstruit, déroute parfois les visiteurs. Pas de vieux quartiers pittoresques, pas de maisons médiévales, mais il a sa cohérence, sa dignité et une beauté froide qui lui est propre. Et les Brestois y sont profondément attachés. C'est leur ville, celle qu'ils ont bâtie de leurs mains sur les ruines. Brest a longtemps été perçue comme une ville française dans une Bretagne bretonne, une ville de l'État, de la Marine nationale, des fonctionnaires venus d'ailleurs. Longtemps, on y parlait français, bien plus que breton. La marine avait imposé sa langue, ses codes, sa discipline, mais les racines bretonnes sont là, profondes. Et à partir des années 1950-60, un formidable mouvement de renaissance culturelle bretonne se lève, et Brest en est l'un des foyers. Le mouvement breton des années 60-70 est d'abord culturel avant d'être politique. Des militants, des enseignants, des artistes revendiquent la langue bretonne, la musique, les danses, l'identité. Les bagadous, ces ensembles de sonneurs de bombardes et de biniou, se multiplient. Les fest-noz renaissent dans les salles de fête et des granges. Le fest-noz, la fête de nuit, c'est la grande fête collective bretonne. On y danse en cercle et en chaîne sur des musiques jouées et chantées. Pendant des décennies, sous la pression de la modernité et de la francisation, le fest-noz avait reculé. Mais dans les années 60, des passionnés le remettent au goût du jour et il explose. Aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial, culturel, immatériel de l'UNESCO depuis 2012, le Fest-Noz rassemble des milliers de danseurs à Brest et partout en Bretagne. Brest abrite aujourd'hui des associations culturelles bretonnes actives, des cours de langue bretonne, des émissions de radio en breton. La ville, qui semblait étrangère à la Bretagne profonde, est devenue l'un de ses bastillons culturels. Et maintenant, parlons du tremblement de terre musical qui a changé le regard du monde entier sur la musique bretonne, Alan Stivell. Alan Stivell, né en 1944, l'année même où Brest est détruite. Il grandit à Paris, mais son père, luthier passionné, reconstruit pour lui une harpe celtique, instrument quasiment disparu depuis des siècles. Alan apprend à en jouer, seul ou presque, en recréant un répertoire à partir de sources médiévales. En 1971, il sort l'album Renaissance de la harpe celtique, et c'est une bombe culturelle. Pour la première fois, la musique bretonne avec ses sonorités de harpe, de flûte, de biniou est présentée dans un arrangement moderne, accessible et poétique. L'album se vend à des centaines de milliers d'exemplaires et la presse internationale parle d'Alan Stivell. La Bretagne découvre qu'elle a un trésor musical que le monde entier lui envie. En 1972, le concert d'Alan Stivell à l'Olympia de Paris est un événement historique. Des milliers de Bretons montent à Paris, comme pour un pèlerinage, pour entendre leur musique enfin reconnue, enfin fière d'elle-même. Ce concert, enregistré en live, reste l'un des albums live les plus vendus de l'histoire de la musique française. Stivell ouvre une voie, et dans son sillage, des dizaines de groupes bretons émergent. Trian, Gilles Servat, Gueltaz, Aufour, plus tard, Danarbraz. La Bretagne devient une référence mondiale des musiques celtiques, et Brest, ville de concerts, de festivals, de salles de musique, est au cœur de cette renaissance. Aujourd'hui, la scène musicale brestoise est l'une des plus vivantes de Bretagne. Rock, électro, hip-hop, musique bretonne contemporaine, tout coexiste dans les bars de la rue de Siam, au Vauban, au cabaret Vauban, au festival Les Jeudis du Port.
La ville qui a tout perdu en 1944 a reconstruit une identité culturelle d'une richesse extraordinaire. Brest aujourd'hui, c'est une ville de 140 000 habitants, la deuxième ville de Bretagne, tournée vers la mer avec une intensité qui n'appartient qu'à elle. Le port militaire est toujours là. La marine nationale y maintient une base majeure avec sous-marins, nucléaires et frégates. Brest reste une ville de la défense nationale, mais Brest est aussi devenue une capitale scientifique et maritime. L'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, y a l'un de ses principaux centres. L'Université de Bretagne occidentale forme des milliers d'étudiants. Océanopolis, inauguré en 2000, est le plus grand centre de culture scientifique consacré aux océans en Europe. Les grandes fêtes maritimes de Brest, organisées tous les 4 ans depuis 1992, rassemblent des centaines de vieux gréements du monde entier dans la rade. Des millions de visiteurs viennent voir ces immenses voiliers, écouter les musiques du monde, danser sur les quais. C'est l'une des plus grandes fêtes populaires de France. Et Brest regarde vers l'avenir. Candidate au label Capitale européenne de la culture 2028, la ville porte un projet culturel ambitieux autour de la mer, de l'identité bretonne et du dialogue entre les peuples atlantiques. Une ville debout du monde qui veut se mettre au centre du monde. En bref, forteresse médiévale des ducs de Bretagne, arsenal royal de Richelieu et de Vauban, ville anéantie en 1944 et reconstruite pierre par pierre, berceau du renouveau de la musique celtique mondiale. Brest, c'est tout ça, et bien plus encore. Une ville où le château médiéval résiste depuis 8 siècles face à l'Atlantique, où le fest-noz rassemble encore des centaines de danseurs les soirs de fête, où la harpe celtique a réveillé tout un peuple, où la rade immense reflète un ciel qui change tous les 5 minutes. Une ville qui a connu la pire des destructions et en a fait une renaissance, qui a transformé sa douleur en culture, sa mer en science, sa marginalité géographique en fierté absolue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager.